Rubixco ce matin. Je suis Soufiane Kachla, le directeur du tiers-lieu. Donc on a un espace de coworking et on développe pas mal de services auprès des entrepreneurs et des petites entreprises du territoire. On organise donc tous les mois avec l'ERET ces petits déj pro. Et je vais laisser donc la parole à Maxime pour pouvoir présenter le format et présenter notre intervenant du jour. Donc toujours des nouveaux participants à chaque fois et ça me fait vraiment plaisir. Merci Soufiane. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin à notre 42e Petit Déj Pro. Donc je suis Maxime Lehoux, je dirige ITP qui est une agence d'emploi et de recrutement à Montlouis-sur-Loire dans la zone de Conneuil. Et je préside l'ERET qui veut dire entreprendre et réussir dans l'Est Touraine. L'ERET est une association, un groupement d'entreprises qui fédère les dirigeants sur le territoire de Touraine-Est-Vallée. Et donc nous organisons tous les premiers vendredis du mois au Rubixco en présentiel des petits déj pro où l'objectif est de vous proposer des thématiques de gestion d'entreprise. Donc sur le format, on a c'est de 9h à 10h en présentiel et on est également en live sur Facebook Live sur la page Le Rubixco sur Facebook où sont connectés avec nous donc des internautes pour participer à cette thématique. Donc aujourd'hui, on vous propose les leviers de la performance à court terme. Donc ce sera l'objectif de vous donner des clés et de réfléchir comment on peut créer de la performance à l'instant T. Donc on a le plaisir d'accueillir Mickaël. Sacré challenge, oui. C'est vrai que ça suscite l'intérêt. Oui, on va en parler. On accueille Mickaël que j'ai rencontré récemment. Mickaël vient de créer son entreprise et il accompagne les dirigeants du territoire justement sur ces problématiques-là pour essayer de lever le nez du guidon, créer de la croissance, créer de la performance et réfléchir sur différents leviers que tu vas nous expliquer ce matin. Absolument. Je te laisse te présenter ta structure et puis nous on va être là donc ce matin avec toi pour réagir, proposer les questions qui sont sur Facebook et puis animer jusqu'à 10h cette matinale. Vous aurez l'occasion donc de poser toutes les questions que vous voulez pour créer de la performance à court terme. Allez, on y va. On y va. Bonjour Soufiane, bonjour Maxime, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir convié ce matin pour échanger avec vous sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, de la performance de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui est la performance à court terme, qui est un sujet effectivement de mise en tension. Donc on va voir ensemble comment déployer des actions qui vont avoir un impact, à court terme. Alors quand on parle d'une entreprise, je vois 4 éléments de vulnérabilité pour toute entreprise, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille, quelle que soit l'activité. On va avoir la performance, on va avoir l'indépendance, la sécurité et l'environnement. Donc la performance est un élément qu'il est nécessaire de maîtriser pour évidemment sortir de zones de vulnérabilité ou pour ne pas entrer dans des zones de vulnérabilité, mais il ne faut pas oublier le reste qui sont également intéressants et importants. Par exemple en sécurité, la sécurité informatique par exemple est un élément important. Je crois que vous avez eu un intervenant qui a déjà traité du sujet. L'idée aujourd'hui pour moi, c'est de vous donner quelques clés à travers un échange d'éléments qui peuvent être constitutifs d'une mise en place d'actions qui vont avoir un impact sur le court terme. Super, merci. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est ça. Alors j'aime bien cette image parce que souvent elle est représentative de ce qu'on voit en entreprise avec du coup un dirigeant ou un manager qui se met en mode micro-management, qui essaie de tout piloter lui-même, des équipes qui pédalent, qui courent ici, mais qui courent sans direction, qui courent fort, on fait beaucoup d'efforts, mais on ne sait pas où on va et en fait on n'arrive pas bien loin. Et à la fin, beaucoup d'efforts pour rien, ou pour peu de choses, peu d'impact. Et clairement, c'est la situation que connaissent beaucoup d'entreprises, beaucoup d'équipes. Souvent, ce sont les remontées terrain qu'on peut avoir de la part des équipes, et c'est clairement ce qu'il faut éviter. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui,
c'est d'abord les facteurs de réussite, moi ce que j'appelle les fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut les avoir en tête en permanence parce que ce sont des éléments de référence sans lesquels trouver de la performance à court terme n'est pas possible. On va également voir les 3 leviers économiques. Donc on va parler essentiellement de performance économique aujourd'hui, avec les 3 leviers économiques et rattacher à ces 3 leviers économiques les 10 leviers opérationnels. Et à travers ces 10 leviers opérationnels, vous donnez des éléments factuels qui vont vous permettre de comprendre comment aller chercher de la performance économique dans votre entreprise. Comment avoir un impact, et ensuite on passera aux questions. Alors quelle performance? Ça c'est une vraie question. On va parler aujourd'hui de performance économique. On pourrait aussi bien parler de performance sociétale, de performance environnementale, de performance financière. Tous ces éléments-là font partie de la performance de l'entreprise, mais sont tous interconnectés. Donc il faut les avoir en tête. Par contre, les leviers qui vont permettre d'aller les activer vont être différents. La performance environnementale, la performance sociétale, aujourd'hui, sont des sujets qui sont d'actualité. La RSE, aujourd'hui, est un vrai sujet, à travers toutes les problématiques que l'on connaît de réchauffement climatique, par exemple, mais pas que. Le désengagement au travail, par exemple, fait aussi partie des problématiques qu'on a à gérer au quotidien. Ce sont des éléments qui vont effectivement avoir un impact fort, on va en parler sur la performance économique, mais on va essayer de revenir aux fondamentaux de ce qu'est une performance économique et des leviers directs que l'on peut activer pour entrer en performance. Alors, les facteurs de réussite, ce que j'appelle donc les fondamentaux. Le premier point, c'est que est performant un élément qui contribue à atteindre des objectifs stratégiques. Alors là, je vais parler stratégie. Et souvent, quand je commence à parler de stratégie avec les dirigeants de TPE, PME, on me dit, mais la stratégie, en fait, c'est pas pour nous, la stratégie, c'est pour les grands groupes. Nous, on ne fait pas de stratégie. En fait, c'est faux. Tout le monde fait de la stratégie, en tout cas, tout le monde doit faire de la stratégie à partir du moment où on est un opérateur économique qui est en situation concurrentielle. On a une stratégie à élaborer pour se mettre en performance, pour se mettre en croissance. Tout à l'heure, Maxime, tu parlais de croissance. C'est un élément de la performance, mais pas que. Il faut déployer une stratégie. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? Une stratégie, c'est ni plus ni moins que de définir une allocation de ressources. Donc en tant que dirigeant, on a des ressources dans son entreprise, définir comment on va les allouer pour atteindre des objectifs et obtenir un avantage compétitif vis-à-vis des compétiteurs. Une stratégie, c'est central, quelle que soit la taille de la société, quel que soit le secteur, et surtout c'est du long terme. Et là, on commence à avoir une opposition court terme-long terme, en se disant, ben en fait, est-ce que je peux vraiment être performant à court terme si je n'ai pas de visibilité, si je n'ai pas de vision à long terme pour mon entreprise? Donc, le long terme, c'est très important, il faut travailler le long terme. Souvent, quand on est dirigeant, on a la tête dans le guidon, on est submergé, le quotidien, c'est un nombre d'heures incalculable, et on se dit, bon, c'est pas grave, je le ferai demain, finalement, on ne le fait jamais. L'objectif, c'est bien de prendre un peu de recul, de trouver le temps, de trouver cette dynamique, de prendre un peu de recul et de réfléchir à mes objectifs de long terme. Parce que ce sont les objectifs de long terme qui vont finalement conditionner ma capacité à faire levier de façon efficace, et je parle bien d'efficacité, de façon efficace sur les leviers opérationnels dont on va parler tout à l'heure. Si j'active des leviers à court terme, alors que je n'ai aucune idée de l'endroit où je veux atterrir dans 2 ans, dans 5 ans, quelqu'un qui va céder son entreprise, par exemple, qui planifie le fait qu'il doit céder son entreprise, va pas forcément avoir va pas forcément prendre les mêmes décisions ou les mêmes actions que quelqu'un qui s'inscrit plutôt dans la durée ou qui a envie de faire en sorte que son entreprise croisse fortement, etc. Donc, le court terme est fortement lié au long terme. Quelqu'un qui a des problématiques de trésorerie, qui décide de vendre un actif, par exemple, pour remplir la trésorerie à court terme, ben, ferait bien de bien s'assurer que son actif n'est pas vital dans le cadre de la pérennité de son activité. Et parfois ça arrive, hein, on le voit. On prend une décision urgente dans le court terme, on vend un actif et ensuite on se pose les questions et on se dit « Ah mince, effectivement j'ai la trésor,
mais j'ai plus les moyens, en fait, j'ai perdu les compétences, j'ai perdu le capital qui me permet en fait d'atteindre mon objectif, donc je suis obligé de pivoter. Là, c'est trouver, prendre le temps de ce recul-là pour essayer de définir tout ça. On avait fait un petit déj pro sur l'entrepreneur en vacances qui disait que c'était pas mal aussi pendant les vacances de prendre ce recul-là et de mettre sur écrit un petit peu sa vision, sa stratégie. Absolument. Souvent, en fait, les vacances, ça permet de prendre du recul quand on a la possibilité de se déconnecter. C'est l'opportunité de prendre du recul. C'est aussi l'opportunité de faire quelques lectures pour les personnes qui aiment lire, pour justement contribuer un peu à cette prise de hauteur et de se poser les bonnes questions. Effectivement, cette prise de recul est absolument importante. Alors, il y a un vrai travail à faire pour éclairer le long terme. Il y a de vraies méthodes pour ça. Hein. Je ne vais pas les passer en revue aujourd'hui, bien entendu, parce qu'on n'est pas sur ce créneau-là. Mais tout ce qui est le SWOT, donc l'analyse des menaces, opportunités, forces, faiblesses, les 5 forces de porteur, les PESTEL, etc. On pourrait passer au moins 1 heure sur le sujet. Il y a vraiment des éléments qui existent aujourd'hui pour aider, pour guider, pour définir cette vision, cette mission et cette stratégie. Voilà. Ces objectifs ensuite, ces éléments-là vont être déclinés en objectifs. Et ces objectifs vont être des éléments évidemment centraux dans la prise de décision, parce que l'objet de la prise d'action va être d'atteindre ces objectifs. Alors, un point absolument fondamental et qui est peut-être plus fondamental que ceux que je viens de préciser, c'est que le dirigeant n'est pas seul, à moins d'être évidemment seul dans sa société, mais a priori souvent il y a une équipe, quelle que soit la taille de l'équipe, et l'humain est fondamental. Puis même les indépendants ont des parties prenantes et sont forcément entourés. Absolument, absolument. L'humain est absolument fondamental. Vous disposez avec vos équipes ou avec vos partenaires, vous disposez d'un capital de connaissances, on pourrait parler d'intelligence collective, vous disposez de capacité d'effort, de capacité d'implication, d'engagement qui est phénoménale. Vous avez une idée brillante. Si vous avez une idée brillante et que vous la donnez à une équipe qui n'est pas engagée, qui en fait ne voit pas l'intérêt de travailler sur ces sujets-là, il en sortira souvent quelque chose d'assez médiocre. Vous avez une idée médiocre que vous donnez à une équipe qui est engagée, qui est volontaire, qui a vraiment envie d'y aller, vous pouvez en tirer des bénéfices absolument exceptionnels. Donc l'engagement et faire en sorte que les équipes soient engagées au quotidien, et ça c'est du court terme, au quotidien, dans justement la transformation de cette stratégie en action court terme, dans le partage, dans l'engagement, c'est absolument fondamental. Et tout ça, ça repose sur des valeurs. Les valeurs de l'entreprise sont importantes, les valeurs de l'entreprise sont souvent d'ailleurs les valeurs de son dirigeant, et sur un socle de confiance. La confiance est absolument primordiale. Mais doivent être communiquées avec les équipes. Oui. Et partagées avec les équipes. Alors voilà, j'irai même plus loin que la communication. Communiquer c'est bien, c'est déjà bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas communiquées souvent et ça porte préjudice. Communiquer c'est bien, mais partager c'est mieux. Et faire le travail ensemble, par exemple, un dirigeant qui se pose la question des valeurs de l'entreprise. L'entreprise a connu une forte croissance. On a besoin un peu de se retrouver, de comprendre un peu où on en est. Plutôt que de définir les valeurs dans son bureau, c'est souvent intéressant d'aller interroger les équipes, de faire en sorte que ce soit un exercice qui soit effectivement collectif. Ça crée cette confiance. Ça crée cette confiance qui va être nécessaire ensuite à la mise en place de délégations. Puisque, arrivé à une certaine taille, une entreprise ne peut plus être pilotée par un seul homme ou par une seule femme. C'est une équipe qui agit et il faut faire confiance. Et pour faire confiance, il faut aussi être en capacité de guider et de contrôler. Donc tous ces éléments-là, le contrôle sera aussi beaucoup plus accepté s'il y a une relation de confiance. Donc tous ces éléments-là sont évidemment interconnectés. L'humain est absolument central. Deux éléments opérationnels qu'il faut absolument garder en tête en permanence, avoir en tête en permanence quand on pilote une entreprise, c'est le point mort et la trésorerie, l'état de trésorerie. Ça, c'est fondamental, comme le reste.
en fait, moi, je dirais que c'est vraiment la base. En fait. Savoir où j'en suis aujourd'hui, ça c'est du très court terme, c'est de l'immédiat en fait. Hein. Être en capacité en tant que dirigeant de savoir si mon activité du mois... Peut-être un petit peu expliquer le point mort. Oui, donc le point mort, c'est le niveau de chiffre d'affaires qui permet d'absorber les charges fixes et variables. C'est absolument fondamental d'être en capacité d'avoir un regard critique sur le mois par rapport à ça. Savoir si mon niveau d'activité va me permettre déjà de couvrir les charges de minimum, charges fixes et variables, de mon entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la trésorerie, parce que les deux ne sont pas complètement... C'est pas parce que je vais couvrir mes charges que je vais avoir une trésorerie positive. Donc l'état de trésorerie est évidemment absolument central. Et avoir même des prévisions. Du monsieur qui court sur son tapis et en fait qui ne donne rien en fait, hein, il fait du surplace. Alors certes, il y a quelqu'un qui mesure, et mesurer c'est déjà bien, mais mesurer quelque chose qui ne se passe pas, c'est quand même bien dommage. Il faut s'assurer que cet effort qui est formulé par cette personne ne soit pas fait sur un tapis qui ne sert à rien, mais soit bien sur un socle bien consistant, bien dur, pour aller donner des résultats et donc avoir un impact. Faire beaucoup d'efforts, déployer beaucoup. Moi, j'ai tellement vu de plans d'action qui sont gigantesques. Vous voyez un nombre d'actions absolument phénoménal. Vous dites, mais en fait, comment est-ce que l'équipe va pouvoir gérer toutes ces actions-là? Et en fait, il n'en sort rien. Parce que ce n'est pas l'impact qui guide, en fait, c'est de faire des choses. Et on fait des choses pas toujours dans le sens qu'on devrait suivre. Dans Impact, on peut parler de valeur ajoutée? Mettre de la valeur ajoutée dans toutes les actions qu'on met en place? Oui, on pourrait dire ça. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'aller créer un résultat, c'est de se mettre dans cette optique, de se dire, je ne travaille pas pour faire des actions, je travaille pour obtenir un résultat. Et c'est ce résultat qui compte. Répond à un objectif. Exactement. C'est ce résultat qui compte. L'effort, finalement, alors c'est bien, on va le reconnaître, l'effort. Hein. Une équipe qui a fourni beaucoup d'efforts pour atteindre un résultat qui finalement n'est pas là, il y a quand même eu de l'engagement, on va le reconnaître. Mais l'objectif in fine, c'est quand même d'avoir un résultat qui va impacter la performance globale de l'entreprise. C'est la difficulté dans les TPE-PME, c'est ça, souvent les outils de pilotage. Oui. Souvent, les PME, déjà, d'avoir un tableau de bord. Alors, on va parler, comme je l'ai dit, de performance économique. Et je vais vous présenter une formule que j'aime beaucoup, que je vais vous détailler, qui va servir de base à la déclinaison des 10 leviers de performance, des 10 leviers opérationnels de performance dont on va parler. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, dès qu'on la regarde, on comprend les points sur lesquels on va pouvoir actionner. Merci. Alors, voilà. Donc là, c'est le seul moment technique, rassurez-vous. Mais c'est un point important que je tiens à faire parce que, qu'on soit en TPE, qu'on soit en PME, qu'on soit en grand groupe, la rentabilité, je parle bien de rentabilité, la rentabilité de l'activité est absolument centrale. Une entreprise qui n'est pas rentable, c'est une entreprise qui va disparaître. Guidé. Alors, ces 10 leviers-là, si on les garde en tête, si on les a en tête, on a a priori l'ensemble des leviers qui vont me permettre d'agir sur le niveau de rentabilité de mon activité. Ensuite, les actions qu'on va déployer derrière, je vais en parler juste après, ce sont des actions qui vont découler de ces éléments-là. Le premier, on a parlé de chiffre d'affaires. Donc, comment est-ce qu'on développe un chiffre d'affaires? Soit en ayant une action vis-à-vis du volume que je vends, soit en ayant une action au niveau du prix.
auquel je vends. Le chiffre d'affaires, c'est le volume fois le prix. Je vais soit accroître mon volume ou accroître mon prix, idéalement les deux. On peut aussi parler d'innovation ici. J'en parlerai juste après, mais dépendant du cycle ou de la phase dans laquelle l'entreprise se situe dans son cycle de vie, puisqu'une entreprise se situe toujours dans un cycle de vie, je vais y revenir, l'innovation va être un point plus ou moins important. La valeur du cycle de vie du client, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais en tête, généralement on l'oublie. Ici le point important c'est la fidélité des clients. La valeur à vie du client. Oui. Comment on explique un peu le cycle de vie du client? Alors en fait un client, il faut savoir que dans une entreprise, ce qui coûte généralement le plus cher c'est l'acquisition du client. Dans tous vos coûts, dans tous les coûts d'une entreprise, ce qui coûte le plus cher c'est d'aller acquérir de nouveaux clients. Parce que c'est un effort particulier, on a une équipe commerciale ou pas, on passe par un agent, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte du temps. Généralement, parce que le client ne nous a pas attendu, ou le prospect ne nous a pas attendu, il a déjà un fournisseur, donc pour aller le convaincre, on va faire un effort sur les prix. Voilà. Donc ça coûte, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc finalement, pour améliorer la rentabilité d'une entreprise, un des leviers prépondérants, c'est la fidélisation de la clientèle. Une fois que j'ai acquis un nouveau client, je le garde, je fais en sorte de le garder. Et dans le temps, je m'inscris dans la durée. Et ça va passer par des actions, ça va passer par des politiques de fidélisation qui sont différentes selon les secteurs, qui sont différentes selon les tailles d'entreprise. Mais ici, encore une fois, je reviens sur l'humain, parce que tout à l'heure, tu disais les parties prenantes, je suis complètement d'accord, l'humain est au centre. Et ici, sur la fidélisation du client, le rapport humain est absolument fondamental. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, après Covid, redécouvrent le fait que les services clients, dans les entreprises, le service client, donc le service qu'on voit comme un service administratif, qui traite des commandes clients, qui a le contact avec le client pour le tenir informé de l'état de sa commande, il redécouvre qu'en fait, c'est un levier de performance, parce que la qualité du contact humain entre la personne dans l'équipe qui fait ce suivi, qui informe le client, qui va gérer éventuellement les litiges s'il y en a, et la personne chez le client est absolument fondamentale en fait. Quand cette communication, quand cet échange se fait favorablement, c'est vraiment un levier de fidélisation des clients. Les charges opérationnelles. On va rester sur ce slide. Non, merci. Les charges opérationnelles. Donc, les charges opérationnelles, c'est finalement le chiffre. Enfin, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va permettre le calcul du résultat d'exploitation dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai un chiffre d'affaires et j'ai des charges. Donc, évidemment, les charges opérationnelles, l'objectif, ça va être de les garder sous contrôle, voire de les baisser. Mais on va y revenir parce qu'il y a pas mal d'écueils à ce sujet-là. Il y a les bons coups, il y a les mauvais coups. Et quand on décide de faire de la chasse aux coûts, vaut mieux taper juste, parce que sinon, on risque, au même titre que l'immobilisation que je mentionnais tout à l'heure, je vends un actif qui est central dans ma stratégie, je ne sais plus déployer ma stratégie. De la même façon, je coupe des coûts qui sont importants pour ma structure. Dans ces cas-là, fournisseur essentiel pour l'entreprise. Par exemple, ouais, exactement. Donc on va y revenir, je vais faire un focus là-dessus. Les immobilisations, et là on passe de l'autre côté du rosset. On passe sur la partie donc, taux de rotation de l'actif, les immobilisations, donc absolument important aussi, je vais y revenir en détail. Optimisation de l'utilisation des IMO, là c'est pareil, en fait, j'ai du capital, je fais en sorte qu'il soit chargé. Donc là on est en lien avec le chiffre d'affaires juste avant. Je vais essayer de développer mon business de façon à saturer mes immobilisations. Investir intelligemment, l'idée c'est vraiment là de mettre le capital sur les segments ou sur les secteurs dans lesquels je sais que je vais pouvoir dégager de la croissance, de la rentabilité. Éviter de mettre du capital dans des secteurs qui sont beaucoup moins intéressants. Et ça demande justement cette vision un peu moyen-long terme. Ça demande de se poser ces questions par rapport à mon environnement. Dans mon environnement, quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces, quels sont les business sur lesquels je pourrais me positionner, je ne suis pas aujourd'hui, mais je pourrais me positionner. Ou bien est-ce que même le marché sur lequel je suis présent aujourd'hui est un marché qui a vocation à croître ou à décroître? Dans ce cas-là, si j'ai de l'investissement à faire, est-ce que je le fais sur ce marché-là ou est-ce que j'essaie de passer sur une autre activité? Les stocks, donc là on arrive sur la partie besoin en fonds de roulement, le BFR, qui est également fondamental. Donc
Les stocks, moins j'en ai, mieux je me porte, a priori, financièrement. Et en même temps, sur certains marchés, le temps que l'on met pour livrer un client est absolument central dans la relation avec le client. Si on veut s'assurer de garder un client, il faut pouvoir le livrer dans des délais extrêmement courts. Là, je parle évidemment du cas où on vend un produit. Donc le stock est peut-être nécessaire. Dans ce cas-là, est-ce que la bonne action, ce serait effectivement d'aller les réduire? Absolument, pas forcément en fait. Il faut faire l'équilibre, il faut trouver l'équilibre. Les créances clients, on va essayer de les réduire au minimum, c'est-à-dire faire en sorte que nos clients, bien collecter les sommes que nos clients nous doivent. On a aujourd'hui une problématique qui est en train de s'accroître dans l'environnement que l'on vit post-Covid, avec des délais de paiement qui ont tendance à s'allonger, qui créent des tensions de trésorerie importantes. Les médiateurs des entreprises, d'ailleurs, qui sont un des leviers que les entrepreneurs peuvent activer pour aller chercher ces montants-là, sont aujourd'hui saturés. C'est gratuit d'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub pour eux, parce que ce sont des dispositifs que le gouvernement, enfin que l'État met à la disposition des entrepreneurs pour les aider justement à aller collecter les sommes que leurs clients leur doivent. C'est gratuit, c'est confidentiel, donc ne vous gênez pas si vous êtes dans cette situation-là. Et c'est absolument fondamental, s'assurer que le client paie dans les délais qui sont conclus dans les contrats. Les dettes fournisseurs, donc là c'est à l'inverse, essayer de faire en sorte que, sans payer tardivement le fournisseur, puisque ce qui est valable dans un sens est également valable pour l'autre, respecter les engagements du contrat. Si je me suis engagé à payer à 60 jours, je paye à 60 jours, mais je ne paye pas à 10 jours ou à 15 jours. Ça demande un peu de rigueur, mais ça permet de mieux gérer sa trésorerie. Et le dernier point, j'ai déjà évoqué, c'est l'optimisation fiscale, mais je ne vais pas y revenir. Alors ce que je vous propose, c'est de faire d'abord un point sur le cycle de vie de l'entreprise et ensuite de revenir en détail sur un certain nombre de points que j'ai évoqués ici. Il faut également s'insérer dans le cycle de vie de l'entreprise. Tout comme un humain, tout comme une personne vivante, il y a un cycle de vie. Il y a une naissance, il y a une phase de croissance, il y a une phase de maturité et il y a une phase de déclin. Si on ne prend pas d'action, la phase de déclin arrivera. Plus ou moins long terme, ça dépend notamment des cycles d'innovation sur les marchés, ça dépend des marchés en fait. Les marchés de la tech, par exemple, le déclin, si vous n'innovez pas très rapidement, même dans l'année, parfois il faut changer son produit dans l'année, vous êtes en déclin assez rapidement. Sur des marchés comme le bâtiment, par exemple, ou le ferroviaire, là, ce sont des cycles qui sont beaucoup plus longs. Dans le ferroviaire, vous allez parfois vendre un produit en maintenance que vous avez vendu il y a 50 ans, en fait. Vous allez le remplacer, mais il date d'il y a 50 ans. Les plans datent d'il y a 50 ans. Bref, on peut avoir des longueurs de temporalité différentes, mais le cycle est le même. Une entreprise sur laquelle on ne fait a priori rien de spécial va passer par ces étapes-là. Le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. L'idée, évidemment, c'est de ne pas être en déclin. Donc l'idée, c'est de prendre des actions. Et les problématiques de performance à court terme que les entreprises vont devoir gérer vont dépendre aussi de l'endroit dans lequel ils se situent dans le cycle. Les 10 leviers restent les mêmes. Pas de changement. Ceux-là, ils sont valables pendant toute la durée de la vie de l'entreprise. Si vous les respectez, ça devrait bien se passer. Cependant, si vous êtes en phase de croissance, vous allez avoir forcément, donc là je parle de forte croissance, quand vous êtes sur des taux de croissance de plus 10, plus 20, plus 30, voire %, voire plus, dans le cas des startups, une explosion, vous allez avoir une situation où vous allez engager énormément de coûts, parce qu'il faut suivre la croissance de l'activité, donc vous allez mettre du capital, vous allez engager des coûts, vous allez recruter des gens pour faire en sorte que vous soyez en capacité de gérer cette croissance le mois prochain, l'année prochaine, etc. Ce qui est fondamental ici, c'est en fin de cycle de croissance, d'éviter les problématiques, d'arriver à la maturité. Ici, le taux de croissance baisse, vous ne l'avez pas pu tenir, d'où la nécessité de se projeter quand même à long terme.
Vous ne l'avez pas vu venir, et là vous avez des gros problèmes de BFR, vous avez des gros problèmes de coûts, parce que vous êtes surstaffé, enfin, vous avez trop d'individus dans vos équipes. Donc là, il va falloir gérer le BFR, il va falloir surtout gérer le coût. Là, on est plutôt dans une mise en place de politique de rigueur. Personne n'aime ça, mais il faut bien les gérer à un moment, il faut bien gérer les coûts. Vous vous souvenez, dans le ROCE, les coûts, c'est ce qui vient se soustraire au chiffre d'affaires pour mon résultat d'exploitation. Donc ça, c'est fondamental. Une entreprise qui est ici, souvent, le déclin, il n'est pas si net. Hein. On n'est pas en déclin comme ça du jour au lendemain. Hein. Ce qui se passe souvent, c'est que l'entreprise est mature, elle a 10, 15, 20 ans, parfois plus. Le marché est mature lui aussi, donc on est en légère décroissance. On perd 1-2% de part de marché tous les ans. Et au début, on se dit, bon, c'est pas grave, ça reviendra. La deuxième année, on se dit pareil, bon, c'est pas grave, ça reviendra. Et la troisième année, la quatrième année, la cinquième année, sauf que ça ne revient pas, parce que c'est une dynamique de marché et qu'on ne fait rien pour agir contre cette dynamique-là. Et au bout d'un moment, là, on se retrouve dans une situation qui devient critique, parce qu'on n'a plus les ventes pour assumer la structure de coûts. Et là, la problématique va plutôt être une problématique d'innovation. C'est-à-dire qu'on va avoir cette problématique de coûts à gérer, bien entendu, mais la vraie solution va souvent être de développer de l'innovation. Et de se poser cette question, de dire, ok, je suis sur un marché mature, j'ai une activité qui, en fait, aujourd'hui, n'est plus en capacité de créer de la croissance. Comment est-ce que je vais générer de l'innovation? Alors, on peut mettre en place des actions de court terme pour développer commercialement la structure, hein. On va le voir juste après. Mais l'innovation, et donc là, je reviens sur le long terme, la capacité à se poser des questions de comment est-ce que je fais évoluer mon modèle économique pour faire en sorte de retrouver soit des marchés de croissance ou de régénérer de la croissance sur mon marché historique, mais de façon différente, est fondamentale. Ouais, donc c'est toujours se positionner sur ces deux visions-là, court terme et long terme, parce que avoir un peu des tendances sur le comportement du marché, c'est nécessaire, mais aujourd'hui on le voit bien, on est dans un environnement complètement incertain, fragile. Oui. Le Covid l'a démontré, la crise du logement, on a plein de facteurs qui finalement sont compliqués à anticiper. Je suis d'accord. Et alors là, alors je dirais, on a du coup encore plus besoin de prévoir. Ça peut paraître ambivalent, mais on a encore plus besoin d'essayer de se projeter dans l'avenir pour essayer de clarifier un peu cette image. Même si, évidemment, personne n'avait prévu la guerre en Ukraine, personne n'avait prévu le Covid. Tout ça, ce sont des facteurs exogènes à l'entreprise, qu'il faut du coup gérer par de l'agilité. C'est parce que je vais être en capacité de me réorganiser rapidement en interne que je vais réussir à rester performant. Mais il faut jouer sur les deux tableaux. On ne peut pas juste se dire, aujourd'hui je suis dans un monde incompréhensible, donc je ne vais pas me projeter à long terme, ça ne sert à rien. Non, c'est faux. C'est faux. Se projeter à long terme reste un point absolument central. Disparaître ou transformer. Voilà. Mais bien qu'il faut que tu transformes ton entreprise pour t'adapter à la transformation. Après, on parlait tout à l'heure avant la présentation, dans les PME, la recherche d'innovation, la recherche de développement est très importante. Dans les groupes, enfin, plus tard, dans les PME, il faut aussi qu'elles soient par des veilles, aussi une recherche. Sinon, pour arriver à éviter effectivement, ça va forcément arriver. Souvent, les PME, ils vont faire un ami photographe un jour, sur les générations de photographes autour, ça peut durer Toutes les sociétés sont confrontées à ces problématiques-là. Même les grands groupes qui ont pourtant beaucoup de moyens se font avoir et n'anticipent pas. Bon, les cas, on pourrait parler de Kodak par exemple, hein, qui entre l'argentique et le numérique, bon, bah,
n'a pas réussi à gérer sa transition. C'est loin d'être le seul exemple. stratégie, La vision Redoute, doit être en permanence révisée. Pardon ? La stratégie, la vision doit être en permanence révisée. Avec cette analyse de long terme, c'est-à-dire que dans ces outils d'analyse de long terme, vous allez retrouver l'analyse de l'environnement. Quelles sont les tendances technologiques ? L'arrivée d'Internet, on l'a tous plus ou moins vu quand même. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Non, on l'a tous vu arriver. La question que les entrepreneurs auraient dû se poser à ce moment-là, c'était quel impact ça va avoir sur la façon dont on va faire du business dans 2-3 ans, quoi. Là, aujourd'hui, on est à fond sur l'intelligence artificielle. Par exemple. Mais l'intelligence artificielle est une tendance de fond qui est déjà là. Et puis finalement, qui commence à dater. On a eu un peu, quand on regarde les premières notions d'intelligence artificielle, c'était pas hier, quoi. Non, absolument. Déjà dans les années 70-80, on parlait d'intelligence artificielle. Il y avait déjà des choses qui existaient. Alors à l'époque, c'était plus du big data que de l'intelligence artificielle, mais c'était déjà les balbutiements. Effectivement, ce sont des tendances de fond qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller comprendre. C'est aussi là, j'ai envie de dire pour le coup, c'est aussi un peu de culture générale aussi. C'est aussi la capacité de rester à l'éveil de notre environnement de tous les jours, savoir quels sont les technos qui arrivent et qui vont transformer. Et concrètement, en 2 mots, tu parles d'agilité, je pense que c'est essentiel. Comment on active cette agilité en qualité de dirigeant et comment on favorise le développement de l'agilité de nos équipes? Si tu as, je ne sais pas, une réflexion, une vision sur ce sujet-là d'agilité. Alors, ça va dépendre beaucoup de ces facteurs de confiance et d'engagement dont j'ai parlé par rapport aux équipes. Si vous êtes en situation où dans les équipes, on est dans cette situation de partage, de confiance, d'intégration, à partir du moment où on va changer de cap, où il va falloir se réorganiser, ça va être plus facile. Ça va être plus facile d'accompagner. C'est que tout le monde doit être acteur finalement. Oui. Tout le monde doit pouvoir participer. Ensuite, la décision revient aux dirigeants. Mais cette agilité-là, ce sont avant tout les hommes et les femmes des équipes qui vont permettre de l'intégrer parce que chacun perçoit des éléments du marché. Chacun perçoit que, attention, là, il est en train de se passer quelque chose. Les clients me parlent de plus en plus de ça. J'en ai jamais entendu parler, mais mine de rien, ils m'en parlent de plus en plus. C'est un signal faible ou est-ce que c'est une vraie tendance ? Donc, cette intégration, cette capacité à faire en sorte que les personnes soient engagées est fondamentale. Et ensuite, ce sont des décisions, ce sont des décisions de pilotage à court terme. Le Covid l'a bien montré. Quand on a la confiance et quand on travaille ensemble, il est plus facile de mettre en place des politiques. Moi, à l'époque, je travaillais dans une société où on a pu déployer le home office en 2 jours, quoi. Ça a été, tout le monde s'est dit, OK, il faut qu'on trouve une solution parce qu'on ne peut pas laisser tomber les clients. Il n'est pas question de laisser tomber les clients. Mais malgré tout, il faut qu'on prenne soin des équipes. Et tout le monde a joué le jeu et on a réussi à le faire. Et parce qu'il y avait cet engagement aussi de personnes qui avaient vraiment à cœur de se dire on ne laissera pas tomber les clients. Alors je vais essayer d'avancer parce que le temps passe et j'ai encore quelques sujets à aborder. Je parlais de croissance tout à l'heure, le chiffre d'affaires, alors les leviers opérationnels pour aller chercher de la croissance. Alors déjà, il faut distinguer la croissance externe de la croissance, j'appellerais interne ou endogène. La croissance externe, c'est quand une société va aller acheter une autre société. Il y a certains dirigeants qui se disent, pour accroître la valeur de ma société, je vais faire une acquisition. Et comme ça, je pourrais la céder plus facilement, ou en tout cas avec une valeur supérieure plus tard. Il faut se méfier absolument de ces raisonnements-là, parce qu'une acquisition, ça peut être une très bonne idée. Quand on se projette à long terme et qu'une acquisition s'inscrit dans la perspective d'atteindre mes objectifs stratégiques, ça peut être une excellente idée. En revanche, quand c'est fait pour des raisons de court terme, de se dire je vais accroître la valeur de mon entreprise parce que j'ai fait une acquisition, généralement ça ne marche pas. Parce que derrière, pour que ça fonctionne, c'est complexe, une acquisition c'est très complexe, il faut créer des synergies pour que ça fonctionne et que ce ne soit pas destructeur de valeur, il faut pouvoir le faire tourner. Donc, je vais plutôt me concentrer sur la partie développement commercial qui en fait correspond à la partie générer plus de chiffre d'affaires en volume et en prix. À court terme, donc une fois de plus, l'idéal c'est quand même d'avoir une vision de long terme. Se dire, ok,
être plus à l'aise sur le court terme pour se dire sur quoi est-ce que je vais devoir agir maintenant et qui reste en lien avec ma stratégie. Mais admettons, je n'ai pas de stratégie, je n'ai pas de vision de long terme. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, ce qu'il faut faire pour être performant au niveau commercial, c'est l'ultra-ciblage. Il faut faire un point par rapport à l'état de notre clientèle actuelle. Du coup, en déduire la typologie de clientèle que j'adresse, la typologie de clientèle qui est particulièrement intéressée par mes produits ou par mes services aujourd'hui. Se poser la question de pourquoi les autres ne sont a priori pas intéressés. Se poser donc la question des attributs de valeur, en fait. Un attribut de valeur, c'est ce à quoi le client va apporter de la valeur dans votre offre. Ce qui va faire que le client va avoir envie de passer par vous plutôt que par un autre. Donc se poser ces questions-là, qu'est-ce qui fait que le client préfère passer par mon concurrent, par exemple, que par moi? Se poser aussi des questions de quel service je pourrais offrir en plus à cette clientèle que personne d'autre offre et qui pourrait nous différencier pour aller chasser. Et une fois qu'on a ce ciblage, et qu'on a une liste de prospects qui est claire, c'est y aller à fond les ballons. Donc là, on retourne sur l'énergie, l'effort, mais là, on ne pédale pas sur le tapis, là, on pédale sur des fondations qui sont très bonnes. J'ai vécu ça dans une société où, en 3 mois, on a réussi à développer le business sur une région, en 3 mois, on a réussi à développer le business sur une région en France qu'on n'avait pas réussi à travailler pendant des années auparavant. Parce qu'on a mis les efforts, parce qu'on a mis les énergies, parce qu'on a dit à l'équipe qui était en place, ok, maintenant, vous ne faites rien d'autre, focus, 100%, focus sur ces actions-là. Vous avez tout, vous avez les prix, les produits, le réseau, etc. Les cibles, vous y allez. Donc ça, c'est sur la partie... Oui, absolument, créer de l'impact. Derrière, l'idée, c'est d'avoir un impact. En 3 mois, on génère du chiffre, on génère de la croissance. Ça, c'est absolument important. Et on va mener ces actions, évidemment, sur les segments les plus rentables. L'idée, c'est toujours de garder en tête cette rentabilité. Donc, aller développer des activités qui ne sont pas rentables, c'est se tirer une balle dans le pied. L'idée, c'est toujours se dire, quel est mon niveau de rentabilité si je suis diversifié par segment de clientèle, et d'aller cibler, si possible, si le marché n'est pas saturé, si possible, les segments sur lesquels je suis en capacité de générer les meilleures rentabilités. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas... Est-ce que tu peux... Oui, ouais, oui, merci, c'est gentil. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais cet aspect de valeur, de cycle de vie de client est absolument fondamental. Quelle que soit la taille de l'entreprise, fidéliser ses clients, fidéliser vos clients, franchement, c'est super important. C'est même peut-être plus important que le développer. Et il y a des indicateurs d'activité qu'on peut mettre en place pour contrôler ces éléments-là, s'assurer qu'on ne perd pas plus de clients déjà qu'on en gagne. Vous mettez en place une politique commerciale, je viens de la décrire, une politique commerciale, une stratégie commerciale sur une région. Ça va vous permettre d'acquérir, je ne sais pas moi, 10, 20 nouveaux clients. Si sur le même laps de temps, vous avez perdu 30 clients, ce que vous avez fait, encore une fois, on pédale sur le tapis. Parce que finalement, ça va générer de nouvelles opportunités de croissance, mais qui vont être complètement annihilées par le fait que j'ai perdu le reste des clients. Donc, en fidélisant mes clients, je m'assure que mon socle de base, en fait, je ne vais pas remplir un tonneau percé, j'ai un tonneau qui est bien étanche, et ce que je vais chercher qui me coûte cher, ce que je vais chercher en action commerciale, va me permettre de remplir ce tonneau, et donc de bien en profiter. Sur des actions court terme, des leviers efficaces de développement commercial, c'est aussi de connaître sa part de marché chez le client. Sur des secteurs ultra concurrentiels, on n'est pas forcément un fournisseur exclusif, et peut-être qu'on peut créer de la croissance à court terme avec déjà ses clients existants. Absolument. Donc dans ce cycle de vie du client, il y a donc cette partie fidélisation, il y a aussi cette partie développement de vente, essayer de maximiser le chiffre d'affaires que l'on réalise auprès de ce même client. Le client a un rythme de consommation X, essayer de le passer à un rythme plus élevé sur des produits complémentaires que je pourrais offrir, ou tout simplement en me différenciant par rapport aux concurrents et en prenant une part de marché supérieure. Absolument. Le sujet suivant, c'est les coûts. Alors, les coûts, c'est généralement
ce à quoi on pense en premier, parce que c'est généralement le plus intuitif. On se dit, j'ai perdu en rentabilité, je vais donc réduire mes coûts. Ce qui n'est pas idiot. Et aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où les clients demandent tout de suite, et pas cher. Hein. C'est à peu près c'est à peu près ce qu'on retrouve sur tous les marchés aujourd'hui. Donc, la problématique de la maîtrise des coûts est une problématique qui est absolument centrale. Là, je dis, oui, c'est vrai, il faut faire attention aux coûts, mais attention à ne pas réduire les coûts de façon trop drastique, et jusqu'à en arriver à un point où en fait je ne sais plus générer de croissance. Moi j'ai vu des sociétés qui en fait s'étaient mises dans un cercle vicieux d'échecs, parce qu'à force de chercher à réduire les coûts, à ne pas remplacer par exemple les personnes qui partaient, ont perdu tellement en compétences que se sont retrouvés en fait dans une situation de perte d'avantages compétitifs. On perd un ingénieur qui a un 20-25 ans d'expérience, qui a participé au développement des produits, tous les produits qu'on a en gamme, et qui s'en va et qui n'est pas remplacé, c'est 25 ans d'expérience qu'on perd. Et cette expérience-là, même si là, comme ça, on n'arrive pas à la chiffrer, en réalité, ça nous permet de dégager des revenus, ça nous permet de dégager des marges. Donc ça, c'est absolument central. Faire du cost-killing, c'est pas si compliqué que ça. Ce sont des résultats qu'on peut obtenir à court terme. On sort l'ensemble des coûts, on demande à notre expert comptable, par exemple, de faire le travail pour nous sortir l'ensemble des coûts qu'on engage sur une durée, donc 6 mois, 1 an. On fait un Pareto, donc on regarde les centres de coûts les plus importants jusqu'aux moins importants. On attaque par les plus importants et on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire les coûts. Généralement, ça fonctionne bien, mais comme je viens de le dire, on fait ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, on commence à être à l'os. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais une fois que je suis à l'os? Donc la seule façon derrière d'engager un cercle vertueux, c'est d'aller chercher de la croissance. Donc idéalement, il faut faire les deux en parallèle. Et les immobilisations, donc les immobilisations, c'est l'actif du bilan, donc c'est tout ce en quoi j'investis. Quand on regarde la formule du Rosset, la raison pour laquelle j'évoque le sujet, c'est parce que d'une part, évidemment, il faut s'assurer de mettre ses billes sur les segments, mettre son argent sur les segments les plus rentables. J'investis, c'est pour aller dégager plus de rentabilité. Donc il faut s'assurer que j'investisse à bon escient. Et la deuxième chose, c'est se méfier, parce que dans la formule du Rosset, l'immobilisation est au dénominateur. Donc, ça veut dire qu'a priori, moins j'ai d'investissement, moins je fais d'investissement, plus je suis rentable. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, il faut le percevoir comme étant un équilibre à trouver. Donc, évidemment, ça dépend des secteurs, ça dépend des entreprises. Mais l'idée ici, c'est de trouver le juste équilibre. Sans immobilisation, certaines entreprises ne pourront pas continuer à leur activité. Pour autant, il faut s'assurer qu'on optimise nos IMO. Donc, par exemple, le groupe Accor, juste avant le Covid, ils ont mis en place une politique qui était de revendre leurs actifs. Donc, Accor possédait les hôtels, l'immobilier, possédait les hôtels et opérait dans l'hôtel. Accor a pris une décision stratégique, je crois que ça remonte à 2018, de se dire, je revends mes immobilisations, je revends mes hôtels. Et ils ont pris une super décision, parce que ça les a beaucoup aidés, en fait, pendant la période Covid, justement. C'est dommage pour les personnes qui ont acheté les immobilisations, mais pour eux, ça leur a vachement servi. Le point, c'est qu'ils ont augmenté leur rentabilité, parce que les immobilisations ont été transformées en coûts, en fait. Voilà. Donc ça aussi, ce sont des décisions qu'on peut prendre à court terme, de se dire, je me sépare d'un actif, ou j'investis sur un nouvel actif, qui va me permettre de dégager de la valeur. Tout ça, ça se traduit par des transformations. Et tout à l'heure, je parlais de confiance, je parlais d'hommes. Les changements, à peu près personne n'aime ça. C'est normal, c'est humain, on n'aime pas changer, on est bien dans notre zone de confort, on n'a pas toujours envie de changer. Alors, il y a des personnes qui ont un tempérament d'aller toujours essayer de trouver de nouvelles opportunités, de se transformer, etc., d'apprendre. On n'est pas tous comme ça. Et spontanément, quand on dit on va changer, c'est plutôt anxiogène.
Donc, quand on parle de mettre en place une nouvelle politique commerciale, d'aller transformer l'entreprise, de réduire les coûts, de faire de nouveaux investissements, généralement, ça augmente comment dire, ça crée de la peur. Ça crée de la peur dans les équipes. Il faut l'accompagner. Et cette notion de confiance, j'y reviens, mais cette notion de transparence aussi, on ne peut pas toujours être transparent sur tout, hein. Il y a des sujets qui forcément ne sont pas transparents, mais cette notion de communication, de partage, de transparence font que ça va généralement aider. Il faut aussi se poser la question des compétences, bien entendu. Est-ce que dans mes équipes, j'ai bien les compétences qu'il faut? Je veux me développer commercialement. Est-ce que j'ai bien toutes les compétences requises pour atteindre mes objectifs? Après, le changement, on en voit partout. Le recrutement est un changement. Accueillir un nouveau talent dans ses équipes, c'est un changement. Tout à fait. Accompagner ce changement-là, Ouais, que les équipes soient prêtes à intégrer. Oui, je connais une société où une nouvelle ressource, donc une nouvelle personne est arrivée dans l'équipe et il y a eu un phénomène de rejet parce que l'équipe n'avait pas compris ce que la personne allait effectivement faire dans l'équipe et pensait qu'il y avait un risque de remplacement. Et donc, en fait, ça s'est mal passé, la personne est partie pendant sa période d'essai. Alors que cette personne avait beaucoup de compétences, elle aurait pu venir en complément et en renforcement vraiment de l'équipe, mais ça n'a pas fonctionné. Ça peut aller très vite. Oui, oui, absolument. Je vais passer ce slide parce que c'est moins important. Un dernier outil, avant de vous passer la parole. Un dernier outil dont je voulais parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est un outil qui est très confidentiel en France, malheureusement. Peu de dirigeants les connaissent et qui pour autant peuvent être particulièrement efficaces. Ce sont les procédures amiables pour traiter les difficultés d'une entreprise. Donc tout ce que j'ai dit peut s'insérer dans un cycle normal de vie d'une entreprise, mais peut aussi s'insérer dans le cadre d'une entreprise qui est beaucoup moins à l'aise en termes de trésorerie, qui se pose des questions par rapport à l'avenir. Et souvent, quand on n'a pas de marge de manœuvre au niveau de la trésorerie, c'est compliqué, c'est complexe d'aller déployer des politiques, d'aller investir, on ne peut plus, ou d'aller recruter, ou d'aller faire appel à des partenaires, c'est plus complexe. L'idée, c'est que dans un premier temps, il faut retrouver des marges de manœuvre au niveau de la trésorerie. Et pour ce faire, il existe en France, et c'est d'ailleurs un élément que les autres pays européens sont en train de récupérer de la France, on est précurseurs dans le domaine, des procédures amiables qui permettent à un dirigeant de faire appel à un conciliateur ou un mandataire ad hoc pour renégocier dans le cadre d'une procédure amiable qui est confidentielle sous couvert du tribunal de commerce. Et là, je sais, j'ai dit tribunal, donc ça fait peur, mais je vais y revenir. Renégocier les dettes avec les principaux créanciers. Donc les créanciers peuvent être des fournisseurs, peuvent être les banques, peuvent être les organismes fiscaux, sociaux, absolument. Et l'idée, c'est de se dire, on a des dispositifs qui existent en France pour des sociétés qui ont des problématiques de trésorerie, qui leur permet de se mettre sous la protection, spontanément sous la protection du tribunal de commerce, pour qu'une personne prenne le lead précisément sur ce sujet-là et aille négocier pour le dirigeant auprès des organismes pour décaler, réduire les créances, pour retrouver l'air au niveau de la trésorerie et se mettre en capacité de déployer toutes ces actions dont je viens de parler. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est quelque chose qui est très peu connu, qui malgré tout est très efficace. Alors non, c'est avant, justement. Oui, c'est avant. En fait, quand vous êtes en redressement judiciaire, c'est que vous êtes en cessation des paiements et vous avez été généralement dénoncé, ou bien vous vous êtes déclaré en cessation des paiements, ce qui fait que vous passez en procédure collective. Et là, pour le coup, c'est visible de la collectivité. Quoi. Absolument, tout le monde le sait, hein, ça c'est inscrit sur votre cabis, hein, donc c'est public, tout le monde le sait. Il faut savoir que quand ça se passe comme ça, généralement, 70% des cas, c'est liquidation directe. On passe en liquidation judiciaire, il n'y a plus d'espoir. Dans 30% des cas, on est soit en redressement, soit en sauvegarde. Redressement, il y a encore moyen de faire quelque chose. Hein. Ça, c'est le tribunal de commerce et l'administrateur judiciaire qui vont décider. Il y a un risque de perte de contrôle de la société, hein, dépendant de la société. Dans le cadre d'une procédure collective, le dirigeant peut perdre le contrôle de sa société. Une procédure amiable, c'est complètement différent, ça vient avant.
Donc c'est quand c'est le dirigeant qui garde le contrôle, c'est complètement confidentiel. Donc personne n'est au courant, même les salariés ne sont pas au courant, personne n'est au courant à part les créanciers qui sont amenés à négocier, bien entendu. Là, c'est dans le cadre où tu n'es pas dans une cessation de paiement, tu es plutôt sur des tensions de trésorerie, des difficultés d'approvisionnement. Absolument, donc soit en amont de la cessation des paiements, soit dans un délai de 45 jours au-delà de la cessation des paiements. C'est-à-dire que même quand on est en cessation des paiements, on peut toujours avoir recours à la conciliation qui va me permettre de reprendre de l'air. Après, plus le problème est anticipé, plus on a d'action. Ouais. Absolument. Mais le niveau d'alerte, c'est là que mon conditionnel, si dans 2 ans, ça va bien passer, et vous le savez. C'est-à-dire que derrière, mon banquier le savait, le financement le savait, tout le savait. C'est là que l'entreprise. Et j'ai pas eu besoin de faire ça. Et aujourd'hui, le président de Souviens le Commerce, c'est pour lui, et communique partout, et la liste pour nous, venez nous voir avant. Justement, quand on est là, on n'a rien, personne ne fait rien. Les bons modèles qu'on peut avoir, en prendre de l'air, c'est quand même important. Finalement, c'est le moment où c'est un banquier qui parle des salaires, qui développe les règlements, et que là, on se met sur une procédure collectif. là, c'est plus compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter, et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il y a des forcément, les expériences, il y en a beaucoup, et vous avez en conseil, mais c'est quand même désolant, quand on pense qu'à intervenir ou intervenir dans les assos, c'est quand même désolant, il y a comme beaucoup de boîtes qu'on aurait pu sortir de là avant. C'est un acte de gestion. Absolument. C'est un bon acte de gestion. Ce sont des outils qui sont à votre disposition, à la disposition de tous, qui sont confidentiels, je le répète. Donc vos partenaires commerciaux ne seront pas au courant. Donc finalement, il y a assez peu de risques. Dans 80% des cas, c'est un succès. Alors que quand on passe en procédure collective, dans 80% des cas, on part en liquidation. Dans 80% des cas, en procédure amiable, c'est un succès. Ça veut dire qu'on ne passe pas en procédure collective. Et on se donne ces moyens qui sont nécessaires pour prendre des actions à court terme, pour aller reconquérir au niveau commercial de nouveaux marchés ou de nouveaux clients et retrouver une dynamique de croissance. Parce que là, sur ces sujets-là, ça va être le dirigeant qui va avoir un devoir d'alerte, ou enfin, c'est une nécessité finalement de. C'est le dirigeant. Mais il va se faire accompagner, c'est ce que je veux dire, Oui. pour avoir un petit peu les mains libres et puis faire ce qu'il sait faire, diriger, créer de la croissance et puis agir sur ces leviers à court terme. Oui, absolument. Donc c'est le dirigeant qui s'en rend compte, c'est le dirigeant qui est demandeur, c'est lui qui fait la démarche auprès du tribunal de commerce. Il n'y a aucune sanction. Le tribunal de commerce ne nomme personne. C'est le dirigeant qui nomme son mandataire ad hoc ou son conciliateur. Et ça permet au chef d'entreprise de se concentrer sur l'opérationnel, donc refaire vivre la boîte, pendant que le mandataire ad hoc ou le conciliateur fait le travail avec les organes des créanciers pour assainir la trésorerie. Voilà. Donc encore une fois, c'est une chance qu'on a en France, qui est malheureusement trop peu connue, donc je voulais l'énoncer aujourd'hui. Puis les tensions sont multiples, on a parlé des délais de paiement, enfin, avec cet environnement incertain, les tensions peuvent se générer ici. Oui. On voit ces délais de paiement petit à petit se rallonger, l'immobilisation qui est trop fortement active. Hein. Il y a plein de signaux qui peuvent nécessiter un accompagnement sur ces sujets-là. Absolument. Les tensions, ça se gère, on l'avait vu lors d'un dernier Petit Déj Pro, comment gérer les différentes tensions qu'on peut avoir avec les différentes parties prenantes. On peut passer peut-être à l'échange avec le public. Bien sûr. Pour essayer de rester dans notre timing. 10h04. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être qu'avant, si tu peux, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon moi l'idée c'était que brièvement, on t'a présenté en qualité de Mickaël, que tu puisses présenter ta structure. Oui, donc je suis jeune dirigeant puisque j'ai créé mon entreprise au mois de janvier, LBCG Développement, qui est basée donc à Château-Renaud, et dont l'objectif est de faire bénéficier aux dirigeants d'entreprise
du Centre Val-de-Loire, de l'ensemble des dispositifs qui sont disponibles aujourd'hui pour rebondir face à des difficultés. Donc ça peut être soit à travers les procédures amiables que je viens d'évoquer, donc le mandat ad hoc et la consignation, donc je peux être nommé en tant que mandataire ad hoc ou consignateur, ou bien à travers un accompagnement, justement pour aller faire levier sur ces leviers de performance, aider l'entrepreneur à retrouver de l'air en binôme pour retrouver de la rentabilité. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions où tout est clair? Là, vous rentrez au bureau et puis vous êtes dans l'action. Très bien. Ben, en tout cas, au niveau timing, on est parfait. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, ben, on peut prolonger les échanges autour d'un café. Avec plaisir. Avant de retourner au bureau. Merci à toutes et à tous. Et puis, ben, on se retrouvera le mois prochain pour notre 43e Petit Déj Pro. À bientôt. À bientôt. Merci.